Il est probable que si cette première exposition n'avait pas ébloui le Reichsmarschall, l'histoire de l'ERR et des œuvres d'art confisquées eût été différente. Dans sa recherche persistante pour enrichir la collection qu'il s'était constituée depuis le début du national-socialisme, Göring venait de rencontrer l'occasion unique et comptait bien en faire son profit. L'ERR avait aussi trouvé son véritable maître. Le 3 novembre, le Reichsmarschall Göring passa la totalité de sa journée au jeu de paume et ce ne fut pas suffisant. Tous les tableaux saisis jusqu'alors n'avaient pu, en raison de leur grand nombre, être accrochés au mur. Il fut donc décidé de les présenter dans leur totalité 2 jours plus tard. Et Göring, en l'honneur de cette seconde exposition, prolongea son séjour à Paris. Il apparut, le visage épanoui, très loquace, s'exclamant pour célébrer les mérites de ses peintures préférées, discutant avec les experts qui l'entouraient, prenant en main les tableaux pour les étudier de plus près, ainsi qu'un véritable connaisseur. Faut-il s'étonner que l'ordre du Reichsmarschall, dicté le 5 novembre, ait clôturé ses visites consécutives? Par ce programme officiellement arrêté, Göring s'autorise à compléter sa collection avec les œuvres d'art confisquées, comme il est avantageux d'être à la fois juge et partie. Et l'on comprend bien pourquoi le bâtiment est gardé de façon aussi sévère par les soldats de sa Luftwaffe et les officiers de la Gestapo. Chasse réservée. Après les visites des 3 et 5 novembre, je rapportais à mes chefs l'impression laissée par cette prospection d'un amateur passionné, ne cherchant pas à cacher son enthousiasme pour les peintures qui lui étaient présentées. L'importance accordée à ces expositions confidentielles, les visites qu'elles recevaient, alertaient notre inquiétude, car il n'était pas possible d'oublier qu'un tel intérêt était manifesté par le second personnage d'une chancellerie qui avait ordonné la soi-disant sauvegarde des collections israélites. Dès ce moment, une crainte s'imposa, celle du départ des œuvres d'art saisies pour l'Allemagne. Chapitre 10. Atmosphère du jeu de paume, les services allemands, les présences françaises. Au poste où j'étais arrivée à me maintenir à l'intérieur du jeu de paume, mon activité s'organisait d'elle-même. Elle consistait à faire exactement ce que voulait à tout prix éviter Bougniès lorsqu'il déclarait dans son fameux rapport du 18 août 1942 « L'accès aux salles du Louvre et du jeu de paume doit être refusé parce qu'on ne doit pas donner connaissance aux services français de notre organisation, des résultats obtenus et parce que ce serait très propice à l'espionnage. » Il n'avait pas tort. Mais peut-on appeler espionnage le désir de savoir ce qu'il advient des biens culturels de son pays, alors que des comptes auraient dû nous être rendus sur leur soi-disant sauvegarde? Pour circuler à l'intérieur du bâtiment, j'utilisais tous les prétextes, depuis la raison très valable des collections d'art contemporain étrangers de mon ancien musée, jusqu'à la surveillance des installations électriques et des postes à incendie. Il s'agissait surtout de savoir de quelle manière les Allemands disposaient des œuvres d'art spoliées, que ce fût à Paris ou dans le Reich, pour le jour où nous aurions à les rechercher et à les reprendre. Pour arriver à posséder ces informations capitales, qui souvent se composaient de renseignements recueillis à de longs intervalles, je devais à tout prix garder mon poste au musée. Or, je fus mis 4 fois en demeure de ne plus y revenir. Si j'expliquais la nécessité de ma présence par les soins que je devais apporter aux anciennes collections du musée, ce fut en réalité aux avantages que je présentais pour les occupants que je dus de pouvoir rester. Comme j'avais la responsabilité des gardiens chargés du chauffage, du nettoyage et des manutentions, il était plus pratique et plus hiérarchique de m'adresser les reproches les concernant.
J'étais, pour les Allemands, une articulation de leur discipline. Les Allemands ne me prirent qu'une seule fois en flagrant délit, en train de déchiffrer des adresses. Au cours de l'altercation qui s'ensuivit, je pus néanmoins les amener à ne pas croire les apparences. Cependant, ils me considéraient de plus en plus comme un témoin gênant, à supprimer avant la fin des hostilités. Avait décidé Von Baer. Je devais être emmenée en Allemagne et liquidée une fois la frontière passée. Les experts allemands constituaient au jeu de paume l'élément que je sentais le plus proche de moi, le moins hostile peut-être. Tous étaient historiens d'art ou fonctionnaires de musée. Hommes ou femmes, ils avaient été requis pour leur travail. Si un séjour à Paris, même pendant la guerre, n'était pas fait pour leur déplaire, ils semblaient moins apprécier la mission qui leur était confiée. Ils s'affairaient discrètement, sans rien vouloir connaître de ce qui se passait alentour, avec un détachement qui pouvait traduire leur gêne tout aussi bien que leur indifférence. J'entends encore l'un d'eux me dire, inquiet de sa famille après le bombardement d'une ville allemande, Je suis puni pour ce que je fais. ce qu'il osait dire à haute voix, sans crainte de faire trembler d'indignation tous les échos nazis et policiers du musée, je suis persuadée que d'autres de ses collègues le pensèrent aussi. Tel était l'étrange monde de l'ERR, où les œuvres d'art arrivaient avec un bruit de bottes, où se rencontraient les mystiques idéologiques et les disciplines concentrationnaires. Dans cet inquiétant désordre se révélait pourtant la beauté de nos chefs-d'œuvre. C'est à eux aussi que j'appartenais, comme otage. Chapitre 19 des œuvres